Donc, je m'appelle Adrien Brondel, je suis agronome au sein de la SCOP Éthicable depuis 3 ans maintenant. Et donc, j'ai été invité par la chaire Agro 6 et Alimentation du Monde, que je remercie, pour vous présenter notre démarche qui s'appelle Paysans d'ici et qui est une démarche de commerce équitable avec des agriculteurs français. La première chose, pour vous dire que Éthicable, nous sommes une SCOP, une coopérative de salariés. On est basé dans le Gers à Fleurance. On a été créé en 2003 pour faire du commerce équitable. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est de travailler avec des coopératives au sud pour importer des fèves de cacao, du café, des jus de fruits, des épices, etc., de les commercialiser sur le marché français. Donc tous nos produits sont vendus en grande surface. Chemin faisant, on a développé des partenariats avec de nombreuses coopératives et puis finalement, autour de 2010, on a été rattrapé par des producteurs à côté de chez nous, dans le Gers, qui nous disaient que eux aussi avaient du mal à commercialiser leurs produits, que la question de rémunération, de temps de travail, de coût de revient, mais aussi de maîtrise des filières de commercialisation, c'était des choses qui n'allaient pas du tout de soi dans les filières françaises. Et donc ces acteurs locaux, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient associations de développement agricole, nous ont challengés pour nous faire aller dans le sens d'un commerce équitable français. Donc on a réfléchi quelque temps et puis en 2011, on a écrit une charte qui s'appelle Paysans d'ici. Cette charte, elle comporte 23 points et elle essaye de définir pour nous qu'est-ce que c'est que du commerce équitable français. Donc Paysans d'ici, c'est à la fois une charte dont on est juge et partie, hein, c'est pas un cahier des charges avec des audits externes, etc. C'est une charte interne à Éthicable et c'est aussi le nom de la marque. Donc créé en 2011, aujourd'hui, 7 ans après, on travaille avec, j'y reviendrai, mais avec 12-13 groupements de producteurs en France et on commercialise environ 30-35 produits équitables français. Qu'est-ce que ça veut dire faire du commerce équitable en France ? La première chose qu'on a veillé à faire, c'est essayer de ne pas faire d'amalgame entre la situation des producteurs au sud, où souvent il s'agit de la survie de l'exploitation familiale. S'il ne s'agit pas de survie, il s'agit de maintenir la production, les emplois agricoles dans les zones montagneuses du Pérou, dans les zones sahéliennes du Burkina Faso, etc., où l'enjeu c'est de pouvoir continuer à vivre de sa production ou bien de migrer à la ville pour occuper d'autres emplois. On parle vraiment de survie, hein. N'oublions pas que 75% des gens dans le monde qui souffrent de la faim et de la pauvreté sont des paysans. Donc voilà, on ne veut pas faire d'amalgame avec la situation des producteurs français. Néanmoins, vous connaissez tous les chiffres, ou les indicateurs du monde agricole français. On dit qu'il y a 200 exploitations qui mettent la clé sous la porte chaque semaine. On dit que 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans et partiront à la retraite dans les 10 années qui viennent. On parle de non-renouvellement des exploitations agricoles. Il y a une installation pour 10 départs. On parle de suicide des agriculteurs. Et puis on parle périodiquement, pour ne pas dire chaque année, de crise du lait, de crise du porc, de crise de la viande, de crise des fruits et légumes, etc. etc., etc. Donc pas d'amalgame, on a bien 2 situations différentes, mais nous on pense que dans ces 2 situations, au sud comme au nord, le commerce équitable est un outil qui a toute sa légitimité pour répondre à ces problématiques. N'oublions pas du coup que notre cœur de métier c'est le commerce équitable avec des coopératives sud. Quand on a écrit Paysans d'ici, on s'est basé sur les grands principes du commerce équitable tel qu'il existait. Vous connaissez tous Max Havelaar, il existe plusieurs en tout cas cahiers des charges du commerce équitable. Globalement, je dirais le cœur de ce qu'on a retranscrit pour la France, ça tient en 4 principes. Le premier, c'est de travailler avec une organisation de producteurs, c'est-à-dire que dans Paysans d'ici, on ne travaille pas avec des agriculteurs individuellement. Pourquoi ? Parce qu'une organisation de producteurs, et je sais qu'ici il y a des représentants de la coopération agricole qui pourront en parler mieux que moi, mais une organisation de producteurs, c'est pas seulement une structure économique qui achète à ses producteurs et qui revend à des partenaires comme Éthicable, comme Paysans d'ici, mais une organisation de producteurs, c'est une structure qui est capable de rendre des services à ses membres, que ce soit sur du conseil technique, sur du crédit, sur la fourniture d'intrants, sur de la technique, sur de la représentation politique, sur la transformation, sur l'accès au marché, etc. Donc l'organisation de producteurs, c'est pas juste un moyen, c'est aussi une fin en soi. Consolider une organisation de producteurs, pour nous, c'est une fin en soi. Et ça permet, en premier lieu, de réégaliser un petit peu le rapport de force dans une négociation commerciale. En tout cas, il est certain que des producteurs individuels face à des acteurs de la distribution ou de la vente, comme nous, il y aurait un rapport de force qui serait disproportionné. Avec une organisation de producteurs au milieu, on peut remettre de l'équité dans la négociation commerciale. Donc le premier point, c'est ça, une organisation de producteurs. Le deuxième, c'est un prix rémunérateur.
Dans les cahiers des charges de commerce équitable au Sud, il y a souvent des prix planchers, des prix minimums, c'est-à-dire que pour le café et le cacao, on ne peut pas payer en dessous d'un prix plancher. En France, c'est plus difficile, c'est-à-dire qu'on a des exploitations souvent qui travaillent sur, par exemple en grande culture, qui vont travailler sur 5, 10, 15 spéculations différentes, des lentilles, des pois chiches, du lin, différentes variétés de céréales, du maïs, etc., des plantes fourragères. Calculer un coût de production producteur par producteur et culture par culture, sachant qu'en plus l'assolement change chaque année, donc les prix de production changent chaque année. Se baser sur des références de cours au niveau local, régional, national ou mondial pour le blé tendre de la mer Noire ou le blé dur, etc. C'est plus difficile finalement d'établir des prix planchers, des prix minimums avec des productions françaises tempérées. Donc l'idée pour nous dans Paysans d'ici, c'est de travailler sur des coûts de production, de définir groupement de producteurs par groupement de producteurs, combien ça coûte de produire un quintal de blé, combien ça coûte de produire une tonne de fraises, combien ça coûte de produire une bouteille de jus de poire. Donc travailler sur des coûts de production et considérer que c'est un prix minimum, qu'évidemment on s'engage à respecter, ne pas, jamais passer en dessous de ce prix minimum. Donc un groupement de producteurs, un prix rémunérateur. Le troisième principe, directement issu du commerce équitable, c'est un engagement dans la durée, c'est-à-dire que on s'engage avec des contrats de partenariat d'au moins 3 ans, ce qui permet aux agriculteurs et aux organisations de producteurs d'avoir une vision dans la durée, notamment en termes d'investissement, en termes de motivation des membres, etc. etc. Et puis en termes de partenariat commercial, c'est-à-dire que on n'est pas année après année dans une mise en concurrence avec les voisins, etc. De dire cette année, l'année dernière je vous ai acheté 100 tonnes de lentilles, l'année suivante je vais acheter à côté parce qu'ils sont moins chers. Non, on s'engage dans la durée, donc on est fidèle et on donne une visibilité à la coopérative et aux producteurs. Et puis le quatrième principe, c'est la prime de développement. C'est-à-dire que dans les pays du Sud, sur le cacao, sur le café, il y a toujours une prime de développement qui est versée aux organisations de producteurs, qui ne sert pas à rémunérer les producteurs, mais qui sert à financer des projets locaux. Alors la caricature, c'est de dire on va creuser des puits et faire des écoles. En réalité, la prime de développement, elle sert aussi et surtout aux coopératives à investir dans des outils de production, à fournir du crédit, etc., 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 à développer des pépinières, à diversifier les productions. En France, c'est un peu pareil. L'idée, c'est d'avoir une prime de développement qui serve aux organisations de producteurs pour financer projet de développement local, de la transfo, de la commercialisation, mais aussi de l'animation locale, territoriale, avec des écoles, avec des institutions, etc. Donc ces 4 grands principes, on les a repris et développés dans notre charte Paysans d'ici. À ces 4 grands principes, on a ajouté le fait que tous les produits qu'on achète en France sont systématiquement bio. Ça, c'est un choix que Etikable avait fait entre-temps, qu'on n'avait pas fait à la création. Aujourd'hui, tous nos produits sont équitables et bio, qui viennent du sud ou du nord en France. Et puis derrière, ce qu'on essaie de mettre, on a essayé de rajouter un supplément d'âme dans cette charte Paysans d'ici et d'aller vers un modèle d'agriculture et de défendre une agriculture paysanne. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à objectiver puisque on peut parler de variétés anciennes, on peut parler d'agroécologie, on peut parler de petits producteurs. C'est quelque chose qui est qui est très vague. Pour preuve, les définitions dans le débat public, on parle beaucoup d'agroécologie et personne ne sait réellement ce que c'est. On a du mal à mettre des indicateurs dessus. Donc, mais voilà, nous on a essayé de faire en sorte que notre charte Paysans d'ici, ce ne soit pas seulement un prix rémunérateur pour les producteurs et puis on s'arrête ici, c'est aussi essayer de porter cette vision de l'agriculture paysanne. Alors je vais essayer de vous donner des petits exemples, si j'ai le temps. La première, vous dire que par exemple on travaille avec des acteurs très différents. On travaille aussi bien avec des associations qu'avec des coopératives, des SICA, des GIE, des SIC, des SARL, que les groupements de producteurs avec lesquels on travaille, il y en a qui comptent 3 producteurs, quand d'autres comptent plus de 300 producteurs. Et vous dire également qu'on travaille avec des acteurs qui sont des acteurs anciens pour certains. On travaille avec des SICA qui sont en bio depuis 40 ans et d'autres qui viennent de se monter, qui sont au tout début, qui balbutient et qu'on va essayer de porter, d'amener vers une autonomie plus complète. Vous dire aussi que dans les producteurs paysans d'ici, on travaille avec 13 groupements aujourd'hui. À chaque fois, on essaie de répondre à des besoins, à des problématiques qui sont extrêmement différentes. Pour Calisol, avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, l'idée c'est de mieux rémunérer les producteurs de légumineuses, et notamment des légumineuses qui sont difficiles à cultiver, comme les lentilles, et donc de pouvoir donner aux producteurs un prix de la lentille comparable au prix du soja, qui est la culture de référence dans la zone.
Pour des producteurs de fruits rouges dans les Monts du Lyonnais, l'idée c'était de rémunérer correctement la production de fruits rouges, sachant que cette production historique des Monts du Lyonnais a été largement délocalisée en Europe de l'Est. Et donc travailler avec ces producteurs pour établir un coût de production précis. Voilà, combien d'heures de travail je passe dans mon rang de fraises pour désherber, pour récolter, pour transformer, etc. Et du coup de pouvoir rémunérer au juste prix la confiture de fraises, la confiture de groseille ou ou le coulis de fruits rouges. On travaille dans l'Aveyron avec des collecteurs de châtaignes qui ne sont pas agriculteurs de métier, qui sont des gens qui revalorisent des châtaigneraies abandonnées avec des arbres qui ont plus de 200 ans, qui sont des variétés anciennes. Dans ce cas-là, il s'agit de défricher, de tailler ces châtaigneraies et puis de revaloriser tout simplement ces châtaignes qui étaient oubliées, qui étaient délaissées. Donc là, comment on fait pour donner un prix à ces produits qui sont de la cueillette, où derrière il n'y a aucun investissement, il n'y a pas de producteurs, enfin de professionnels. Voilà, là, on est plus sur un projet vraiment de variété, de refaire vivre une vallée, un terroir. On travaille avec d'autres producteurs, je pense en Charente par exemple, où là l'ambition pour eux c'était d'être 100% autonome sur la transformation et la commercialisation des produits. Ils veulent maîtriser en direct 100% des ventes de leurs produits pour ne plus dépendre justement des intermédiaires et puis des grossistes en aval de la filière. Et on travaille par exemple sur d'autres problématiques dans la filière des plantes aromatiques et médicinales avec une SICA qui s'appelle la SICARAPAM dans le Massif central, où eux sont très engagés sur les principes de cueillette durable. Qu'est-ce que ça veut dire collecter du thym ou du romarin de façon durable, de préserver la ressource? Ils travaillent beaucoup avec le ministère pour établir des chartes et des bonnes pratiques pour ces cueilleurs. Donc voilà, les problématiques sont extrêmement différentes et je pense qu'à travers les différentes productions fruitières, de grandes cultures, de PPM, etc., vous voyez bien que c'est extrêmement difficile d'établir un coût de revient, autant pour la cueillette du thym que pour la récolte des fraises ou des châtaignes. Donc ça permet d'imaginer un peu quelles sont les problématiques de demain. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais dire que ce commerce équitable en France, nous pensons qu'il a des impacts tangibles. Les producteurs de fruits des Monts du Lyonnais, ils étaient 3, maintenant il y a 2 jeunes qui s'installent, leurs anciens salariés qui s'installent sur 2 nouvelles fermes. C'est un peu bisounours, mais nous, quand on constate que ces producteurs, ils arrivent aujourd'hui à vivre décemment de leur travail et qu'en plus ça permet l'installation des jeunes, nous on se dit que quand même, ce qu'on fait, ça a du sens, c'est concret, c'est tangible. En Charente, le groupement ferme de Chassagne, il passe également de 8 à 16 producteurs en favorisant des conversions et l'installation d'agriculteurs autour de chez eux. La coopérative Calisol avec laquelle on travaille, ils ont commencé avec 30 producteurs en bio, aujourd'hui ils sont plus de 300. Évidemment, nous, Etikable, on n'est pas responsable de ça, on achète des volumes minimes, on est souvent un acheteur minoritaire, mais on aime à penser que quand même on contribue à consolider ces dynamiques et qu'à travers les prix rémunérateurs et l'engagement dans la durée, on permet vraiment de consolider ces dynamiques. Pour finir, juste vous dire quelle est la situation actuelle du commerce équitable au Nord. Je pense que si on vous pose la question, enfin au Nord, hein, j'entends en France, si on vous pose la question de citer des marques qui sont engagées dans des démarches de commerce équitable, je pense que des acteurs comme C'est qui le patron arriveront assez rapidement dans la discussion. En réalité, si vous regardez précisément leur communication, C'est qui le patron ne revendique pas de faire du commerce équitable. Et à vrai dire, il existe une loi qui a été la loi Hamon qui a défini le commerce équitable, qui reprend ces 4 grands principes d'un groupement de producteurs, d'un engagement sur la durée, d'un prix rémunérateur et d'une prime. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se revendiquent du commerce équitable, que ce soit l'éthique, que ce soit C'est qui le patron, que ce soit Fairlay, que ce soit les producteurs vous disent merci de Intermarché, etc., etc. Aujourd'hui, il y a X démarches qui se revendiquent du commerce équitable français. Est-ce qu'elles répondent toutes à ces 4 critères fixés par la loi? C'est pas évident. Il y a d'autres démarches qui sont plus consolidées, qui ont un historique plus important. Je pense notamment au cahier des charges ensemble de Biocop. Je pense à Biopartenaires, qui implique beaucoup de PME du sud-est de la France. Je pense au cahier des charges Fair for Life d'EcoCert. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, pour filer une métaphore agricole. C'est-à-dire quelles sont les démarches qui sont réellement, sincèrement du commerce équitable français et quelles sont les démarches qui reposent plus sur du marketing. Et à ce titre-là, je pense que nous-mêmes, Etikable, on peut être sujet à caution, puisque je vous disais, Paysans d'ici, c'est une charte dont nous sommes les seuls juges et parties, et c'est à l'appréciation du consommateur de nous faire confiance ou pas. L'enjeu demain, probablement, c'est d'aller vers des cahiers des charges avec des audits externes qui permettent justement de crédibiliser ces démarches, d'avoir des indicateurs fiables pour que le consommateur, en toute connaissance de cause, puisse acheter et revendiquer des produits du commerce équitable français.
La seule question, ce sera comment donner un supplément d'âme, comment objectiver des critères, d'aller au-delà du commerce équitable et objectiver des critères d'agriculture paysanne, d'agroécologie, d'agroforesterie, de petites exploitations, etc. etc. Là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, et je pense que le travail avec les acteurs de la recherche notamment permettrait de travailler sur ces indicateurs et d'objectiver qu'est-ce que pourrait être demain un commerce équitable et paysan en France. Voilà, merci beaucoup.